Alors, est-ce qu'il vous met aussi des polices surlignées en rose quand vous êtes en affichage normal? Oui, ça veut dire qu'elles sont manquantes, elles ne sont pas installées. Donc, le surlignage en rose, c'est dans les préférences de InDesign. On a quelque part l'indication qu'on surligne en rose les polices manquantes. Voilà. Dans composition, ça doit être police substituée. Il a donc remplacé par une police ressemblante. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, j'ai plus le surlignement en rose parce que dans les préférences composition, j'ai été désactivé ce qui était activé par défaut dans InDesign, police substituée. Donc, ce qui m'étonne, c'est que... Ah oui, c'est du Montserrat. Euh, Ce qui m'étonne, c'est que sur le site de Adobe, on trouve des templates qui n'utilisent pas systématiquement les polices Adobe. Parce que si c'était une police Adobe, il serait allé la chercher automatiquement sur le web, dans le cloud. Parfois, ça prend 30 secondes pour qu'il le fasse, mais souvent, voilà, il va le chercher automatiquement. Parce que dans les préférences gestion des fichiers, ceci est enclenché, auto-activation des polices Adobe. Mais donc, visiblement, la personne qui a fait le template voulait utiliser du Montserrat, donc il va falloir télécharger du Montserrat de quelque part et l'installer sur l'ordinateur, dans le dossier fonts de l'ordinateur. Alors, ce qui est peut-être un peu vicieux, c'est qu'il y a deux dossiers fonts. Vous avez le dossier fonts pour tous les utilisateurs de l'ordinateur, et puis vous en avez un qui est spécialement pour chaque utilisateur. Donc, pour moi, j'ai un dossier fonts et j'ai peut-être intérêt à installer dans mon dossier fonts. Et pour ça, il faut que j'aille dans ma bibliothèque. Quand je suis au niveau du Finder sur le Mac, dans le menu Aller, j'ai la possibilité d'aller dans la bibliothèque. Sauf que il faut enfoncer la touche Alt. Vous voyez ce qui se passe? J'enfonce la touche Alt et la bibliothèque apparaît. Ben oui, c'est un garde-fou pour que les gens qui n'y connaissent rien n'aillent pas chipoter là-dedans parce que c'est quand même important. Donc, je vais descendre jusqu'au mot bibliothèque qui apparaît dans le menu Aller uniquement quand j'enfonce la touche Alt. Et là, il y a certainement une possibilité d'aller installer les fontes qui sont donc non Adobe. Écoute, Les fontes, où est-ce qu'elles sont? Dans le dossier Adobe, peut-être. Là, Application Support, j'étais dans un sous-menu. Voilà, c'est là. Ouais, c'est super complexe, la bibliothèque, hein. Vous avez des dossiers avec des sous-dossiers, etc. Donc, il y a un dossier fonts, et voilà. j'ai eu la bibliothèque, je pas suivre. Voilà, ça, c'est les fontes. Et normalement, elles seront accessibles donc par... comment dire? Ben oui, par les logiciels Adobe. Je vais quand même aller voir si dans le dossier Adobe Application Support, Adobe, il n'y a pas un dossier fonts rien que pour Adobe. Écoute, Si, il y a un dossier fonts rien que pour Adobe aussi. Mais il est vide. Donc, soit vous installez dans le système d'exploitation, soit dans le dossier fonts de l'utilisateur, la bibliothèque. Voilà. Au niveau du système d'exploitation, ce sera au niveau du Macintosh, voilà, du disque dur, en fait, disque dur dans lequel j'ai les applications, la bibliothèque pour tous les utilisateurs, les profils pour chaque utilisateur, le système d'exploitation,
Donc, bibliothèque ici, est-ce qu'on a les fontes? Oui, il y a fonte ici, voilà. C'est ça qui est un peu vicieux, c'est que vous avez deux dossiers fonts. Il y a celui pour tous les utilisateurs, donc dans la bibliothèque générale, quand vous êtes au niveau de la racine du disque dur, Passage. vous pouvez tester d'installer les polices là, ça peut marcher. Mais sinon, si ça ne marche pas, il faudra aller sur chaque utilisateur, dans chaque utilisateur, aller chercher sa bibliothèque. Et qui n'apparaît pas ici, qui apparaît, je vous l'ai montré, quand on touche Alt et qu'on va dans le menu. Allez, c'est protégé. Alors, il est probable que si vous déposez sur le système le fichier de la fonte, il vous propose de le mettre au bon endroit directement. En tout cas, sur Windows, je pense que ça marche comme ça. Donc, si vous voulez utiliser des Google Fonts qui sont très intéressantes dans vos applications Adobe, il faudra les télécharger de Google Fonts, je pense bien, les télécharger et les installer là. Pour les logiciels comme InDesign, oui, il faudra faire ça. Si vous travaillez dans Figma pour faire des prototypes de sites web, là, il y a un lien direct vers les Google Fonts. Il n'y a pas besoin de les installer, il va aller les chercher sur le cloud. Un peu comme InDesign le fait avec les fonts Adobe. Il va chercher Adobe Fonts sur le cloud, il n'y a pas besoin de les installer. Mais voilà. Donc, ne négligez pas nécessairement les Google Fonts, même les pros les utilisent. C'est gratuit. Voilà. On peut même, si on voit une fonte intéressante quelque part, la photographier ou faire une copie écran, une capture d'écran et l'amener dans Google ici et il va vous proposer quelles sont les fontes qui ressemblent le plus. Search Fonts. Comment est-ce qu'on fait encore pour trouver les fontes il y a des filtres. OK. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer la photo maintenant? Là, c'était évident avant, mais là, je ne le vois pas. Bon, je me demande si en déplaçant la photo de la fonte directement, la photo pixel de la fonte directement là, ça ne fonctionnerait pas. Il va vous faire une recherche par photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, hein, ça doit être ça. Ouais. Bon, très intéressant. Voilà. Roboto, tiens, je l'ai utilisé souvent celle-là. Get Font. Get Font, voilà, vous cliquez sur Get Font. Vous avez le code pour l'insérer dans les logiciels qui permettent de le faire. Donc, je vous parle de Figma. Figma, prototypage de site web, vous connaissez peut-être, hein, pour faire des interfaces de site web. Là, on pourra mettre le code Google Fonts. C'est même dans Figma directement, on tape arrobase, etc., Google Fonts, il le trouve tout seul. Et là, vous avez le téléchargement de la fonte. Voilà. Donc, pour la mettre sur l'ordinateur dans ce cas-là. Voilà. Donc, là, c'est un zip. Vous pouvez tester si vous voulez, hein, si vous n'avez jamais téléchargé une police de Google Font. Voilà. Et donc, dans le dossier ici, je me retrouve avec le zip que je double-clique dessus, évidemment. Sur PC, il faudrait que je fasse clic droit extraire. Voilà, et là-dedans, il y a toutes les variantes de la fonte, et c'est des fontes TrueType. Donc, c'est la technologie la moins intéressante, c'est très vieux, c'est pas de l'OpenType, mais si c'est absolument cette police qu'il vous faut, pourquoi pas? Et donc, ces polices, il faudrait les installer, mais je pense qu'elles sont déjà installées chez moi, les installer normalement dans la bibliothèque de l'utilisateur. Donc, je vais tester ça. Touche Alt, bibliothèque. Je suis dans la bibliothèque de l'utilisateur. Mince, faut que je fasse une nouvelle fenêtre avant. Voilà.
touche Alt, et bibliothèque. Les fontes sont où? Fontes, là voilà, fonts. Voilà, je les sélectionne, je les déplace, mais à mon avis, elles sont déjà là puisque je les ai déjà utilisées. Non. OK, on va voir. Ah, voilà, elles sont là. Ah oui, ouais. Commande Z, j'ai annulé. Je vais enfoncer la touche Alt pendant que je déplace. Comme ça déplace une copie. Comme ça, dans mon dossier Roboto ici, à côté de mes documents, je garde quand même la police. Voilà, ben, j'avais le zip de toute façon. Donc voilà, Roboto est là et en principe, c'est accessible par les logiciels. J'aurais pu aller chercher Montserrat puisque justement Montserrat est celle qui est manquante. Ça aurait été intéressant. Voilà, on va faire ça. Roboto, voilà, Roboto est là. Pas de problème. Donc la gestion des polices. Donc un minimum de compétences pour gérer son ordinateur, un minimum. Faut pas être capable d'installer des serveurs, Linux, ou Unix, hein, c'est pas le boulot du graphiste, hein. Il faut, juste savoir gérer un peu son ordinateur et ne pas, faire appel aux collègues en permanence, hein, parce que Robert ou Bernadette, à la 10e fois qu'on l'appelle sur la semaine, elle commence à en avoir marre, quoi. Malgré sa bonne volonté, quoi. OK, ben, justement, imaginons, voilà, la police là, c'est une police. Imaginons que la police qui est, surlignée en rose, ce soit une police qui coûte cher et j'ai pas envie de l'acheter. Il faudrait que je vois à quoi elle ressemble et quelle est la police, la plus proche possible, gratuite. Ça, c'est une autre opération. Ça peut se faire, je vous l'ai dit, dans Adobe Fonts ou dans Google Fonts ou dans d'autres choses, What the Font, plein de choses comme ça. Oui, ça existe réellement, What the Font. Heu, ouais, ouais. On peut, déposer une image pixel de la fonte et il vous dit quelles sont celles qui ressemblent le plus. Mais bon, imaginons, je veux que ici, dans mon document, le Montserrat soit remplacé par le Roboto partout. Ben, vous avez le rechercher remplacer de police. Texte, trouver remplacer la police. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'à l'ouverture du document, il n'est pas dit que la police est manquante. Attendez un peu, cette fonction texte, trouver remplacer la police, il nous la propose aussi à l'ouverture du document. Ah tiens, Bébas, c'est manquant aussi. Ah, c'est Bébas qui est manquant en fait, c'est pas Montserrat. OK, d'accord. Donc, je vais enregistrer le document, le fermer, le réouvrir, on va voir ce qu'il va dire. Donc, je l'enregistre au format INDD, forcément. Je ne vais pas l'enregistrer en template, hein. Voilà. Voilà, je le ferme, je le réouvre. Ah, il n'a pas fait le message à l'ouverture. Bon, c'est peut-être que j'ai désactivé les messages à l'ouverture. Chez vous, il le fait ou pas? Il dit pas que les polices sont manquantes? Non? Ah. OK, donc, bah, je vais le faire ici. Texte, trouver, remplacer la police, ah, il est en train de les chercher sur Adobe Fonts finalement. Ah, ça va peut-être marcher quand même. C'est parce que le document n'était pas encore enregistré. Mais c'est quand même stupide, quoi. J'ouvre un template avec des polices qui sont peut-être Adobe Fonts, il me les remplace pas, je l'enregistre, je le ferme, je le réouvre, il commence à les chercher. Voilà, il va, à mon avis, il va les trouver. Donc même pas besoin de faire, de les mettre en surbrillance comme ça, chacune, et de remplacer par, j'avais dit quoi? Roboto. Oui, Roboto, que vous n'avez pas chez vous, hein. Roboto Bold pour le Bébas Bold.
Donc là, il faut cliquer sur tout remplacer, mais je ne vais pas le faire maintenant. Bebas, New Light, Roboto Light. Voilà. Je devrais cliquer sur tout remplacer. Bebas Regular, etc. Roboto Regular. Voilà. Donc, mais là, visiblement, il est en train de chercher. C'est ça, chez vous, ça fonctionne. Il arrive à les trouver, mais pas chez moi. Il y a un problème certainement de firewall ou un truc comme ça sur le réseau parce que, voilà, on va voir. Mais en tout cas, oui, il essaye de les trouver. Donc, je vais dire terminer ici. Je fais aucun remplacement. Mais chez moi, il les a pas trouvés. Vous savez quoi? Je vais peut-être enclencher le web, le Wi-Fi, parce que pour essayer d'être sûr. Ah oui, tiens, je vais me connecter à mon téléphone. Peut-être que là, ça va marcher. Oui, parce que voilà, je suis connecté à mon téléphone en 4G. Qu'est-ce que ça dit au niveau des polices? Texte trouver, remplacer la police. Est-ce qu'il va la trouver là? Je vais peut-être déconnecter temporairement le câble. Ah oui, c'est vicieux. Voilà. OK, le câble est déconnecté. Enfin, tant mieux, chez vous, ça a fonctionné. Chez moi, ça risque de prendre un peu de temps. Parfois, ça prend du temps. Ouais, je suis pas certain qu'il va y arriver à cause du réseau ici et de ma configuration. L'essentiel, c'est que vous avez compris comment ça marche. Bon, vous avez vu que les templates viennent sans les images, c'est ennuyeux parce qu'on les voit avec les images sur le site Adobe, mais ils viennent sans les images. Mais c'était prévisible hein, quand on voit que le poids du fichier INDT, c'était seulement 3 mégas. On peut se dire, tiens, et qu'en plus, il n'y avait pas de dossier links avec, c'est sans les images. C'est à vous à mettre les images à vous. Donc, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est pas plus rapide de faire le document on en parlait hier, en fait. Est-ce que c'est pas plus rapide de faire, le document de zéro soi-même plutôt que d'utiliser des templates? Beh, peut-être parfois, oui, parce que vous récupérez des choses qui ont été faites par d'autres personnes, c'est pas toujours évident, il faut comprendre comment ça a été fait, et donc ça peut prendre du temps. Par contre, oui, si c'est quand même un long document complexe comme, une brochure, ça peut quand même faire gagner du temps et n'oubliez pas aussi que vous avez, à ce moment-là, avec les templates, la possibilité de proposer au client plein de pré-versions, lui montrer: «Tiens, quel est le style, qui, te plairait, heu, dans toutes ces possibilités de brochures», hein, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est des templates, hein, vous montrez juste des possibilités de look et ça peut être intéressant donc et vous démarrez de celui, qu'il a choisi. OK, alors le texte là, c'est du, aucune langue. Si je commence à taper, du français, enfin façon de parler, il faut être sympa avec les Français, il faut pas les taper. C'est la langue française, je voulais dire. Si je commence à taper du français, il est possible que non, dans ce cas-ci non, mais voilà, il faudrait indiquer que c'est du français. Je vais faire une faute expressément, voilà. Il me dit pas qu'il y a une faute. Bon, ben, on va remplacer le «aucune langue» par, du français, si on fait un document en français. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure, évidemment. Édition, rechercher, remplacer. Dans le document, je recherche, là, je vais jeter ça, je recherche, format de caractère, aucune langue et je remplace par français. J'aurais pu directement remplacer l'anglais, par le français, sans passer par le aucune langue, évidemment.
OK, donc je remplace aucune langue par le français dans tout le document. Tout remplacer. 55. Avant de faire ce genre de choses, sauvegardez bien le document parce que pour récupérer un rechercher, remplacer massif comme ça, si vous avez foiré le truc, ça va être très difficile. Bien, et ça marche. Il me souligne tous les noms latins, le faux latin, il dit que c'est faux. Le français, il dit que c'est vrai, sauf là où il y a une faute d'orthographe. Voilà. Donc, ça répond à la question qu'on avait hier à propos des langues. C'est la solution facile. Alors, on a juste un problème, c'est que les styles de paragraphes devraient être mis à jour parce qu'on a un petit signe plus à côté chaque fois qui dit que ben, on a fait des modifications manuelles. La langue dans le style paragraphe est toujours indiquée comme étant l'anglais. Quel que soit le style de paragraphe, là où je clique, il est toujours indiqué un petit signe plus à côté. Voilà. Donc, il faudrait demander de redéfinir le style, modifier le style en fonction de là où j'ai cliqué dans le document. Bon, il y a juste que là, a priori, je ne vois pas comment faire la redéfinition du style pour tous les paragraphes, pour tous les styles de paragraphes d'un coup. Mais si vous trouvez, vous me le dites, parce que là, je suis obligé de cliquer à chaque fois dans un bloc qui utilise un style et aller faire la mise à jour. Mais il y a certainement une solution pour mettre à jour. Je vais faire appel à l'équipe pour faire la mise à jour de plein de styles d'un coup par rapport à plein de modifications et Google va certainement me donner la réponse. Donc, je reviendrai vers vous par rapport à ça. Et si vous trouvez la solution, génial. Intelligence collective. Le fait que ce soit souligné en rouge comme ça, enfin, c'est du rose saumon pour moi, mais enfin, peu importe, on ne va pas tergiverser, on n'est pas là pour tergiverser, attention. Mais le fait que ce soit souligné n'a rien à voir avec la langue qui est indiquée. Donc là, c'est même pas souligné en gros, ça. Ah, ben c'est qu'elles sont installées alors, si c'est pas surligné en rose. Si tu es en affichage normal et que dans les réglages de InDesign, les réglages composition, ceci est enclenché. Donc, si c'est pas souligné en rose, c'est que la police est installée. Et c'est que c'est une Adobe Font, il est allé la chercher sur le web. Et donc, ça confirme quand même ce que je pensais. Ce sont des templates qui viennent de chez Adobe, donc ils doivent utiliser des Adobe Fonts absolument quand même. Et donc, il est allé les chercher tout seul sur le web, il les a installés. Oui, maintenant, les mots. Tu parles du soulignement en rouge. D'accord. Oui, mais est-ce que dans édition orthographe, ceci est enclenché? Vérification orthographique dynamique. Ah, le style, mais c'est pas souligné. Est-ce que tu es en affichage normal? Non, effectivement. Ah ben voilà, c'était ça. Donc quand tu parlais c'était du surligne tu m'as parlé de surlignement en rouge. C'est du soulignement ça? C'est des soulignements. Oui? Et maintenant que j'ai tout ça, tout le texte est souligné en rouge et surligné en rose. Tout. Ah oui! Ça, c'est étonnant. Alors que tu n'as pas modifié la police. Ouais. Alors qu'avant, il n'était pas, en rose. Donc, quand j'ai été par là, donc là, les postes, c'est pas normal. Avant de modifier la langue, il n'était pas en rose et maintenant il l'est. En normal, je vais. Ah ouais, c'est surprenant. Bon, il y a un mot. Bon, Un petit peu là. tu pas fait un remplacement de police? Tu pas remplacé par une autre police, Oui. que celle qui était pré-réglée? Bon, là, il faudra creuser, on verra ça. Après, Alors ici, je vais sélectionner ce que j'ai tapé en français et dans la palette, caractères, je vais essayer de trouver une police de caractères.
qui n'a pas les accents. Une police qui n'est pas pro. Ah oui, parce que quand vous voyez le mot pro à côté du nom d'une police, ça veut dire que c'est une police étendue qui a tous les accents de toutes les langues, y compris les langues cyrilliques, Europe de l'Est, etc. Mais s'il n'est pas indiqué pro, c'est peut-être une police qui n'a pas toutes les langues et qui n'est adaptée finalement qu'à l'anglais. Qu'est-ce qui va se passer si je tape des accents dans ce cas-là avec cette police? Donc, quelle police serait ici sans... Et il faut que je trouve une police qui n'a pas les accents et on va voir ce qui va se passer. Apple Symbols, d'accord. Voilà, intéressant. Donc, ce qui me fait, c'est ça. Ah ben voilà, oui, le CCD, il ne connaît pas non plus, si c'est pas la honte. Et si je tape directement un A avec accent ici, dans les préférences, texte avancé, vous avez ceci qui, chez vous, n'est pas coché. Protection des glyphes manquants. Donc, vous pouvez cocher. OK. Et là, quand vous tapez dans le texte ou au moment où vous appliquez la police, quand vous tapez quelque chose avec un accent, voilà, ça fonctionne. Sauf que ça se voit quand même clairement que c'est pas la même police. Mais c'est moins grave que d'avoir le rectangle là. Donc, il est allé chercher du Mignon Pro dans ce cas-ci, alors que c'était normalement la police, donc Apple Symbols. Voilà. Ouais. OK. Voilà. Là, j'ai changé de police, je suis allé sur une police normale qui avait des accents, puis je suis revenu à Symbol. C'est comme on a enclenché dans les options de InDesign, là, les préférences texte avancé, on a également indiqué que pendant l'application de la police, il fait le remplacement. Et bien là, il m'a remplacé tout ce qui était avec accent, il a remplacé par la lettre. Donc, c'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Et en effet, comme tu dis, on peut aussi créer ses propres lettres vectorisées, les insérer, si jamais dans la police de caractère qu'on est obligé d'utiliser, il n'y a pas d'accent et qu'on doit mettre un accent. Il y a toujours des solutions. On testera ça plus tard, mais en tout cas là, voilà, ça fonctionne. Ce que je voulais vous dire, surtout, c'est, que quand vous voyez quelque chose de bizarre comme ça, un caractère qui se met avec un aspect différent des autres, c'est à cause de ça, c'est du remplacement de police. Alors au niveau des autres templates que vous aviez choisis, celui-ci, fichier, format de document, on est avec un template de format A3, donc c'est le double d'un A4. Donc qu'est-ce que c'est? C'est du recto verso, c'est grand, bah, c'est une affiche qui se met quoi? Sur une vitre, à votre avis, pour être recto verso? Qu'est-ce que vous pensez? Vous l'utiliseriez pourquoi? On va pas mettre ça dans les mains de quelqu'un, un A3 comme ça. Ouais, c'est notre fois, c'est vrai que c'est grand, parce qu'on aurait pu dire un menu. Oui, mais non, c'est un A3 et c'est recto verso, donc c'est pas pour mettre au mur, donc c'est pour mettre sur une vitre peut-être. Enfin, c'est comme ça que moi je le comprends. Ici, Et c'est nickel. c'est du café, donc c'est pour un café, peut-être sur la vitre, oui. Voilà, donc ici, vous m'avez fait remarquer hier qu'on a ces lignes bizarres. Donc, c'est une forme de grille modulaire ici, mais qui ressemble un peu plus à ce qu'on rencontre sur le web pour placer les éléments. On la retrouve partout parce qu'elle est dans le gabarit. Ah tiens, il y a même 2 gabarits. Ah, mais je vois, en fait, il y a 2. Ça, oui, ça arrive souvent dans le template. Vous avez, c'est un document 16 pages. Vous avez la page 1 jusque la 16. Ici, voilà. Et ensuite, il y a à nouveau une nouvelle section
avec numéro 1. Vous vous souvenez, on était allé double-cliquer là-dessus, une nouvelle section qui est en format lettre. C'est le même document, mais en format lettre. Et donc, l'idée, c'est que vous choisissez si vous voulez utiliser le format A4 ou le format lettre. Et vous allez en fait effacer une partie des pages qui ne vous intéressent pas. Donc ça va arriver souvent pour les templates, en effet. C'est pas mal. Ceci dit, on a vu qu'on pouvait adapter facilement par fichier, ajuster la mise en page. Passer d'un A4 vertical à format lettre vertical, c'est super facile pour InDesign. Ça ne va pas beaucoup bouger. Mais voilà, et c'est déjà fait dedans. Donc, une forme de grille modulaire avec des gouttières. Il y a différentes manières de les faire. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Celui-là. Ah, il y a aussi une grille modulaire, mais avec des rangées et aussi une gouttière pour les ranger. J'utiliserai pas ce genre de grille modulaire, mais pourquoi pas? Voilà, voilà. Je vais l'afficher quand même en aperçu pour mieux profiter. Alors, on a combien de pages là? On a 20 pages là. 20 pages, avec une première page qui est une page impaire, donc c'est une page de droite, c'est la couverture. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la 4e de couverture, c'est le dos, en fait. Enfin, pas le dos, c'est l'arrière du document. Le dos, c'est la tranche, hein, mais l'arrière du document, la 4e de couverture, voilà. Pourquoi pas? Ça peut permettre de gagner du temps, de démarrer de ce genre de modèle. Le suivant que vous aviez choisi, OK, on est dans quel format là? Fichier, format de document. On est en pixel là. Tiens, tiens. Donc ce serait pour un modèle de site web, sans doute. Si c'est en pixel. C'est combien au fait? J'ai pas bien regardé. Fichier, format de document, 1920 x 1080. Oui, donc c'est le format HD. Site web ou télévision peut-être, mais plutôt site web. Oui. Ah tiens, surprenant ça. Oui, alors ce genre de bloc, en effet, avec des vagues, ça peut être manipulé avec la flèche blanche, comme dans Illustrator. J'ai cliqué à côté, je viens sur le bord, sur un point. Oui, j'ai cliqué à côté pour désactiver tous les points qui étaient activés. Et là, avec la flèche blanche, on peut aller manipuler les choses. Donc, à mon avis, c'est fait à la plume. Ah tiens, elle est cassée, la tangente. Malin, ça. OK. Il faudrait que je l'enlève et que je la remette alors, si elle est cassée. Donc ça, c'est si vous connaissez Illustrator, vous allez savoir manipuler les outils vectoriels. Donc en fait, je ne vais pas les voir avec vous dans InDesign puisque ça peut être vu dans Illustrator. C'est la même chose. Et dans Photoshop aussi, ça fonctionne de la même manière. Voilà, cette fois-ci, elle n'est plus cassée. OK. Donc oui, vous avez le crayon qui permet de faire des choses. Tiens, si je double-clique sur le crayon, est-ce que j'ai les options du crayon? Non, c'est pas comme dans Illustrator. Donc, le crayon permet de faire des vecteurs, mais c'est moins pur qu'avec la plume, hein. La plume, ça a quand même sa raison d'être. C'est le premier outil de dessin d'Illustrator, 1987. Voilà. OK, donc qu'est-ce que je disais qui est bizarre ici? C'est que c'est je vais essayer de retomber dessus. C'est ça qui est bizarre. On a 2 noirs différents. Pourquoi? Il faut que j'essaie de comprendre pourquoi. On a des calques là-dedans parce qu'il y a des choses qui ont l'air d'être verrouillées. Oui, on a des calques, mais OK. Tout se trouve sur les fonds noirs, sur le fond, sur le calque BG, un background. OK. Ah tiens. Ah, il est là. OK. Donc comme je vous disais précédemment, là j'ai un fond noir, vous voyez qu'il est un peu plus noir que l'autre, que le reste de la page? Il est derrière le grand bloc là. Si je veux le sélectionner,
Ben, soit, bien sûr, par la palette des calques, comme ça, soit, et là je clique à côté, commande, clic, une fois, deux fois, avec la touche commande enfoncée, et ça sélectionne ce qui est derrière. Je crois que ça fonctionne aussi comme ça dans Illustrator. Pour sélectionner un objet qui est complètement recouvert par un autre, sans passer par la palette des calques, la touche commande, ça peut être pratique. Et donc, ce qui me paraît bizarre ici, mais ça doit être voulu dans le design, c'est qu'on a un noir qui est plus profond qu'un autre. Je vais aller voir comment ils ont fait ça dans le nuancier. C'est bien du noir comme ça, oui. Et là, c'est du noir aussi. Enfin, du noir à 100% et du noir à 100%. Tiens, ça c'est particulier. Il y en a un qui est peut-être plus trichant. C'est ça, je vais aller voir dans la... Oui, alors, voyons un peu. Celui de devant, objet, ben la transparence est indiquée là, oui. Celui de devant, 85%. Celui-là, 85% aussi. Ah, ah. Donc ça vient pas de là. Ouais, vu qu'ils se superposent, ça se multiplie, oui. Ça doit être ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai tiqué là-dessus? C'est parce que c'est une erreur, mais là, c'est pas une erreur, c'est du design, mais c'est une erreur qui arrive très souvent dans InDesign, Illustrator. C'est que sur écran, on superpose deux noirs et on ne le voit, on voit pas, il semble identique à l'écran et quand on imprime, c'est la cata. Je vais vous montrer parce que c'est important, mais certains voient déjà de quoi je veux parler, j'imagine.